Le justicier du métro, lu par Amaris. Il fait un vacarme effrayant, un bruit de ferraille et de moteur que le tunnel rend plus assourdissant encore. Nous sommes dans le métro de New York, plus précisément sur la ligne numéro 2, la plus malfamée, la plus souillée. La municipalité fait ce qu'elle peut, mais elle manque de moyens. Il y a quelques patrouilles de police qui sont aidées par les Guardian Angels. Ces milices supplétives coiffées d'un béret que les autorités de la ville tolèrent. Le métro de New York reste pourtant hideux, tellement tagué qu'on ne voit plus la couleur des wagons. C'est un lieu de cauchemar et un des endroits les plus dangereux du monde. En ce samedi 16 janvier 1987, un homme élégant d'une quarantaine d'années est assis près d'une fenêtre. Il est tiré à 4 épingles. Son manteau de cachemire entrouvert laisse voir un costume impeccable qui vient sans nul doute d'un couturier chic. Il porte de petites lunettes cerclées d'or. Ce n'est pas du tout le type d'individu qu'on a l'habitude de voir dans le métro, qui, à la différence de ce qui peut se passer à Paris, est évité par tous ceux qui en ont les moyens. Quatre jeunes noirs patibulaires vont dans sa direction. Ils sortent de leur poche l'arme traditionnelle des bandes du métro. Un tournevis dont ils ont aiguisé le bout. Les autres passagers se réfugient dans la lecture de leur journal ou tournent la tête de l'autre côté. Pas question d'être témoin, sinon après, les voyous s'en prendraient à eux. La suite, ils ne l'imaginent que trop bien. Elle est tellement banale qu'on n'en parle plus dans les faits divers. Les journaux se contentent d'annoncer le chiffre. Hier, 45 agressions dans le métro. Hier, 73. Pourtant, cette fois-ci, rien ne va se passer comme prévu. Celui qui doit être le chef de la bande, un colosse coiffé d'une casquette sale, s'adresse aux passagers d'une voix traînante. « Dis mon gars, t'aurais pas du feu ?»« Oui, j'ai du feu. »« T'as des cigarettes alors ?» Parfaitement calme, l'homme sort un paquet de sa poche et le lui tend. « Et puis t'as du fric ?»« Je croyais que c'était du feu que vous vouliez. » Le chef a un ricanement à l'attention de ses trois acolytes. « Oui mon gars, du feu. Du feu d'abord, et les dollars ensuite. » Tout à fait d'accord. Toujours aussi maître de lui, le passager attend que les jeunes mettent leur cigarette à la bouche. Et brusquement, il sort un revolver gros calibre de sa poche. « Voilà du feu, les gars !» Il y a 4 détonations et l'instant d'après, les agresseurs baignent dans une mare de sang. Comme juste à ce moment-là, la rame s'arrête à la station, l'homme bondit. Il s'enfuit en courant. Personne d'ailleurs ne cherche à se mettre à sa poursuite. C'est ainsi que commence ce qu'on va appeler l'affaire du justicier du métro. Elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Le justicier du métro a fait un mort. Le chef de la bande, un blessé grave, touché à la colonne vertébrale qui restera infirme à vie, et 2 blessés plus légers. Les 4 voyous étaient des délinquants comme il y en a des milliers sur New York. Ils appartenaient à une bande du quartier déshérité du Bronx. Mais pour une fois, la presse parle de l'événement. Les quotidiens, les télévisions lui consacrent leurs titres. Et les commentaires sont unanimes. Bien loin de désapprouver celui qui est devenu un meurtrier, les médias en font un véritable héros. C'est une leçon de courage qu'il nous a donnée à tous. Enfin un véritable Américain! Tels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent dans la bouche ou sous la plume des journalistes. On compare le justicier du métro à Charles Bronson, qui avait joué un rôle identique dans le film Justicier dans la ville. Bref, toute une Amérique traumatisée par la criminalité se reconnaît dans l'inconnu, dont elle fait son idole, même si là, il ne s'agit pas de cinéma, et s'il y a eu mort d'homme. C'est dans ces conditions que commence pour la police la plus étrange des enquêtes, car elle ne saurait partager ce point de vue. Il y a eu meurtre.
Que la légitime défense puisse être plaidée, c'est possible. Ce sera le travail de l'avocat et ce sera au jury de trancher. En attendant, l'homme du métro doit être arrêté, d'autant qu'il n'avait sans doute pas de port d'armes. Si aux États-Unis les revolvers sont pratiquement en vente libre, on doit les garder à la maison, pas se promener avec. La police prend une initiative. Elle ouvre une ligne téléphonique spéciale pour ceux qui voudraient apporter discrètement des renseignements. Et c'est aussi une avalanche de coups de fil. Mais pas du tout ce qu'on attendait. Ce sont des encouragements, des félicitations, des applaudissements. « Je suis une mère de famille et je te remercie pour mes enfants. En tant que pasteur, je tiens à lui dire que Dieu est avec lui. » On admire son courage, on crie bravo et on crie encore. Des personnes riches sont prêtes à verser sa caution s'il est arrêté et à payer ensuite les frais de son procès. Des dizaines d'avocats se proposent pour assurer gratuitement sa défense. Les policiers s'arrachent les cheveux. Tout marche à l'envers de ce qu'ils avaient prévu. Ils ne craignent à présent qu'une chose, qu'ils fassent des émules. Que tout le monde prenne le métro avec un revolver et dégaine pour un oui ou pour un non. Que le sous-sol de New York devienne un nouveau Far West, qu'on se fusille dans les rames et les couloirs, et que chaque jour on ramasse les cadavres à la pelle. Devant la gravité de la situation, le chef de la police new-yorkaise fait une déclaration à la télévision. « Toute personne qui se substitue à la police doit être punie. Nous ne sommes pas dans un western. La loi doit être respectée par tous. Régler ses comptes soi-même est un comportement animal. » Il y a quand même des résultats à cet appel. Quelques témoins de l'agression appellent au fameux numéro de téléphone, et cette fois, ce n'est pas pour féliciter le justicier, mais pour donner son signalement. Leurs témoignages sont concordants et permettent d'établir un portrait robot qui est placardé sur les murs de la ville. Mais la police n'est pas au bout de ses peines. Des mains vengeresses arrachent aussitôt les affiches. Des télévisions locales vont plus loin. Elles montrent le portrait, mais c'est pour l'accompagner du commentaire suivant. « Voici notre héros. Si vous le rencontrez, allez lui serrer la main. » Pendant ce temps, une pétition circule à New York pour que le justicier se présente à la mairie de la ville et elle recueille des dizaines de milliers de signatures. Non, décidément, la police n'est pas à la fête. Et elle a pratiquement perdu tout espoir de mettre la main sur l'inconnu. Lorsque va se produire le plus incroyable des rebondissements. 3 mois ont passé, nous sommes le 27 mars 1987. Dans la ville d'Ebany, capitale de l'État de New York, le propriétaire d'une grosse bijouterie voit arriver un client. Il est vêtu d'un costume de la meilleure coupe et porte des lunettes cerclées d'or. Son visage lui dit quelque chose. Et soudain, l'illumination se fait. Le portrait robot. Il ressemble au portrait robot. Il a une exclamation. « Excusez-moi, mais vous ne seriez pas le justicier du métro ?» L'homme est aussi calme que lors de l'agression. « Oui, c'est moi. »« Alors, laissez-moi vous serrer la main. Vous êtes un héros. » Sans prendre la main tendue, l'homme le fixe derrière ses lunettes dorées. « Si vous savez que c'est moi, vous savez aussi que je suis armé ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Et que je tire juste ? » ?»« Oui, mais... » Le justicier du métro a un sourire. « Eh bien, si vous ne voulez pas connaître le sort de ces 4 truands, donnez-moi vos bijoux. » Il y a un immense silence. Puis, comme un automate, le commerçant va ouvrir ses coffres et ses vitrines et, peu après, il se retrouve délesté d'une véritable fortune. Le malheureux bijoutier n'a plus qu'à porter plainte. Il donne le signalement de son voleur, mais comme il correspond exactement au portrait robot de celui qu'on cherchait en vain depuis des mois, la police n'est pas plus avancée. Dans l'opinion, la sensation est évidemment énorme. Ainsi donc, le justicier n'était lui-même qu'un truand. Et s'il était armé, c'était vraisemblablement qu'il s'apprêtait à commettre un coup, attaquer sans nul doute une bijouterie. Mais le plus extraordinaire, c'est que cela ne change pas le jugement de la plupart des gens. Ce malfaiteur bien habillé, distingué et blanc de surcroît, continue à recueillir les faveurs de la majorité. Bien sûr, ce n'était pas un enfant de cœur,
Mais justement, pour se débarrasser de la racaille, on n'a pas besoin d'enfants de cœur. Le numéro de téléphone de la police est plus que jamais pris d'assaut par les admirateurs du justicier du métro et le ton des interventions est plus déterminé, plus virulent encore que par le passé. Le justicier du métro s'appelait John Gladstone. On l'a su 6 mois plus tard. Il a fini par être arrêté en Floride, où il coulait des jours tranquilles. Ramené dans l'État de New York, il n'a pas fait mystère de ce qui s'était passé. Le 16 janvier 1987, jour de la fameuse agression, il était effectivement armé parce qu'il voulait attaquer une bijouterie de la 5e avenue. Mais ses agresseurs l'en ont empêché. Il a été le premier surpris du mouvement d'opinion qu'il a déclenché. Avec la diffusion de son portrait robot, il a d'abord pris peur. Puis il s'est dit que cela pourrait au contraire le servir. Si on le reconnaissait, bien loin de se méfier de lui, on lui ferait bon accueil. C'est exactement ce qui s'est passé. John Gladstone a été inculpé de meurtre et de vol à main armée. Les promesses qu'on lui avait faites par téléphone ont été tenues. De généreux donateurs ont payé sa caution et il n'a pas passé une seule journée en prison. Un avocat célèbre a accepté d'assurer gratuitement sa défense. Et quand son procès a eu lieu, la salle, qui lui était toute acquise, lui a fait une ovation à son entrée dans le box. L'avocat célèbre s'est montré brillant. John Gladstone a été déchargé de l'accusation de meurtre. La légitime défense ayant été reconnue, il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour le vol à main armée. Il est sorti du tribunal porté en triomphe et il est aujourd'hui à la tête d'une association d'autodéfense dans le quartier de New York qu'il habite. Interrogé par les journalistes sur la leçon qu'il tirait des événements, il a préféré garder un silence prudent. On peut le comprendre, car la morale de l'histoire pourrait sembler quelque peu cynique. Si vous voulez cambrioler une bijouterie, commencez donc par tuer un autre malfaiteur. Vous bénéficierez de l'indulgence des juges.